Sans plus attendre, je vais présenter notre conférencière d'aujourd'hui. Donc, il me fait plaisir d'accueillir Jade Paradis-Haucoeur, pardon, qui est étudiante à la maîtrise à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, donc à l'ISMER, depuis 2018. Jade est supervisée par le professeur Michel Gosselin, lui aussi de l'ISMER, et par le chercheur Michel Starr de Pêche et Océan Canada à l'Institut Maurice Lamontagne. Le projet de maîtrise de Jade va s'inscrire dans un cadre plus vaste, puisqu'il s'inscrit dans le réseau de recherche sur la santé et l'observation de l'écosystème du Saint-Laurent, qui est le projet SECO.net. En fait, ce projet a pour objectif d'étudier l'eutrophisation dans l'estuaire du Saint-Laurent. Il s'agit en fait d'une collaboration entre différentes institutions comme l'Université Laval, l'Université McGill, l'Institut des sciences de la mer de Rimouski et l'Institut Maurice Lamontagne. Jade, aujourd'hui, va nous présenter une expérience qui a été menée dans ce contexte à l'été 2018. Donc maintenant, je cède la parole à Jade. Merci Astrid, puis merci à Québec Océan de me permettre de présenter mes résultats de maîtrise dans le cadre d'un webinaire. Pour ma part, ça fait un petit peu plus de 2 ans que je travaille sur ce projet. Oh, j'ai encore les alertes. Bon, je vous laisse gérer ça. Donc, c'est ça. Moi, pour ma part, ça fait un petit peu plus de 2 ans que je travaille sur ce projet de maîtrise, mais pour la plupart de mes collaborateurs et collaboratrices, ça fait depuis 2016 qu'ils et elles travaillent sur le réseau de recherche seco.net. Donc, avoir des résultats, c'est un bon moment. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats d'une étude qui porte sur les effets des apports fluviaux en nutriments azotés sur les flux verticaux des particules microbiennes dans l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Donc, pourquoi c'est un sujet important? Parce que l'augmentation des apports fluviaux en azote cause l'eutrophisation des eaux côtières. Donc, pour avoir un peu un indice de notre utilisation de nutriments, on peut regarder les ventes de fertilisants qui sont vendus au Canada. Donc ici, je vous présente les données en milliers de tonnes de nutriments, donc des données qui vont des années 60 jusqu'à aujourd'hui pour les nutriments de phosphore, azote et urée. Ce qu'on voit, c'est que dans les années 60, on utilisait davantage de phosphore que d'azote. Notre utilisation a augmenté jusqu'à atteindre un genre de plateau dans les années 70 parce qu'on s'est rendu compte que le phosphore causait l'eutrophisation des milieux d'eau douce. Donc, ça amenait de la pollution dans nos lacs, dans nos rivières, ce qui venait polluer notre eau potable. Il y a eu des mesures législatives qui ont été mises en place pour couper les nutriments en phosphore. Donc, pour couper soit dans les fertilisants, mais aussi dans tout l'usage de nos produits domestiques. Donc, par exemple, les savons sans phosphate. C'est par des mesures législatives comme ça que ça a démarré. Ce qu'on voit, c'est que dans les années 70, notre consommation d'azote a commencé à être plus importante que celle de phosphore et ça a constamment augmenté jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai présenté l'urée parce qu'il y a une grande part de cet azote-là qui est sous forme d'urée. L'urée, c'est un azote organique, donc qui est plus facilement assimilable par les plantes, mais qu'on va aussi préférer utiliser parce que c'est plus facile pour l'entreposage. Donc, c'est un produit qui va être plus stable, moins explosif que les nitrates. En termes d'urée, si on regarde un peu à l'échelle mondiale, il y a les travaux de Gliber et al. Qui se sont un peu intéressés au sujet de l'urée. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur la carte du monde, en haut, c'est dans les années 60 et celle d'en dessous, c'est dans les années 2000. Donc, plus les pays sont en vert, moins il y a d'utilisation d'urée, plus ça va du jaune au orange, plus c'est des pays qui utilisent l'urée. Ça a été aussi associé à des épisodes d'efflorescence phytoplanctonique toxique. Donc, c'est tous les petits ronds verts qu'on voit autour des côtes. Donc, dans les années 60, l'utilisation de l'urée est assez faible et dans les années 2000, la plupart des pays avaient augmenté leur utilisation de l'urée et les épisodes d'efflorescence phytoplanctonique toxique avaient augmenté aussi. Donc, si on regarde un peu comment ça se manifeste, l'eutrophisation, il faut savoir que ça agit différemment en eau douce qu'en eau salée. Donc, en eau douce, le milieu est limité en phosphore. Donc, les producteurs primaires sont davantage en attente de recevoir du phosphore pour proliférer. Et c'est pour ça que c'est le phosphore qui causait l'eutrophisation dans les lacs et les rivières. En milieu salé, la tendance n'est pas la même. C'est l'azote qui vient limiter les efflorescences phytoplanctoniques.
Donc, c'est vraiment l'azote qui va amener l'eutrophisation dans les milieux côtiers. Donc, les nutriments, ils viennent de nos rejets domestiques, donc de nos eaux usées, de nos fosses septiques. Ils viennent aussi, c'est des rejets industriels, donc par les usines, dans les rejets atmosphériques qui reviennent sur Terre par les précipitations ou encore dans les eaux usées des usines. Sinon, ça vient aussi de l'agriculture, donc tout ce qui est pour l'épandage des fertilisants, mais aussi donc tout l'épandage des fertilisants, mais aussi par l'élevage de bétail. Donc, c'est tous des nutriments qui vont être rejetés dans l'environnement, qui vont être lessivés et qui vont se ramasser dans les rivières. Donc, ça va être amené dans les eaux douces jusque dans les estuaires, là où ça va créer des efflorescences phytoplanctoniques. Et toute cette matière-là qui va être créée en surface, si elle n'est pas consommée dans les couches de surface, ça va être amené à sédimenter et à être décomposée dans les couches plus profondes, là où il va y avoir une consommation d'oxygène. Il se trouve que l'estuaire maritime du Saint-Laurent présente des symptômes d'eutrophisation. Donc ici, je vous ai mis un transect de l'estuaire maritime. Donc sur la carte de gauche, on voit un petit peu plus comment il a été tracé là, depuis le détroit de Cabot jusqu'à l'estuaire maritime. Et ce qu'on voit, c'est que les concentrations d'oxygène sont très faibles dans la couche profonde à la tête de l'estuaire maritime. Donc, on a des concentrations qui sont sous le seuil d'hypoxie. Et c'est une hypoxie qui, depuis plusieurs années, tend à persister à l'année longue. Donc, c'est des concentrations qui sont assez préoccupantes parce qu'elles mettent en danger la survie des espèces benthiques qui sont en séchage ou pêcherie canadienne. Donc, cette hypoxie-là pourrait être en partie expliquée par les changements climatiques. Donc, avec la hausse des températures, il y a les courants qui entrent depuis l'Atlantique, qui entrent dans le golfe du Saint-Laurent jusqu'à l'estuaire maritime, sont en proportion plus chauds et moins oxygénés qu'avant. Donc, ça pourrait expliquer environ les 2 tiers de l'hypoxie. Le dernier tiers, on pense que ça pourrait être lié aux apports en azote. Donc, les apports en azote de l'estuaire fluvial pourraient être en partie responsables de cette hypoxie. Et c'est ce qui a mené à notre étude. Donc, dans notre expérience, on a voulu tester l'influence des apports fluviaux en azote sur la composition et les flux verticaux de la communauté microbienne de l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Donc, nos objectifs étaient de caractériser les communautés et leurs flux verticaux sous l'effet de différentes concentrations en nutriments azotés. Nos hypothèses étaient qu'une hausse de concentration en nutriments azotés amènerait une hausse de la matière organique. Comme seconde hypothèse, on se dit qu'une hausse de concentration en urée amènerait une variation de la composition taxonomique. Donc, plus on utiliserait d'urée, probablement que ça nous ferait tendre plus vers des efflorescences phytoplanctoniques toxiques. Et comme troisième hypothèse, c'était qu'une hausse de concentration en nutriments azotés, en amenant une plus grande matière organique, amènerait aussi une hausse des flux verticaux en carbone. Donc, comment s'est traduit notre expérience? On a utilisé 12 mésocosmes de 2600 litres chaque. Donc, on avait 2 conteneurs qui contenaient 6 mésocosmes chaque, qui étaient mis un à côté de l'autre et qui ont été remplis d'eau de mer qui a été prélevée à 2 mètres de profondeur au quai de Rimouski à la fin de juillet 2018. L'eau a été filtrée à 300 microns pour retirer tout le gros zooplancton et elle a été maintenue à une température de 8 degrés et constamment mélangée tout au long de l'expérience. Donc, on avait 12 mésocosmes dans lesquels on a appliqué 4 traitements différents, ce qui fait que les traitements ont été appliqués en triplicate. Notre premier traitement que je vais appeler contrôle, c'était pour recréer les eaux de remontée à la tête de l'estuaire maritime. Donc, je vous ai mis un transect ici, une image que j'ai tirée d'un article de Jutra et al. Ce qu'on voit, c'est que les différentes couleurs représentent la salinité. Donc, c'est pour illustrer les différentes couches qu'il y a dans l'estuaire. Et les flèches représentent les courants. Donc, depuis le golfe, en profondeur, on a un courant qui circule et qui, à l'approche du seuil, à l'embouchure du fjord du Saguenay, donc devant Tadoussac, va remonter. Donc, ce qu'on a voulu recréer dans le contrôle, c'est ces eaux de remontée-là qui allaient à la surface, mais sans rencontrer les eaux de l'estuaire fluvial. Donc, le contrôle, c'est 100% des eaux de remontée.
Notre second traitement, c'était pour recréer cette rencontre-là entre les eaux de remontée et celles de l'estuaire fluvial. Donc, ça a été estimé qu'il y avait environ 27% des eaux de l'estuaire fluvial qui venaient rencontrer 73% des eaux de remontée. Donc, on a pris des concentrations de nutriments à Québec qui ont été mesurées par l'équipe de Jean-Éric Tremblay à l'Université Laval. Et on est venu calculer quels seraient les ratios et les concentrations à mettre si on voulait recréer la rencontre. Le troisième traitement, que je vais appeler plus urée, c'était cette même rencontre-là, sauf qu'on a voulu mettre une proportion plus importante d'urée. Donc, il y a 1/3 des nitrates qui étaient dans le traitement plus N qui ont été remplacés par de l'urée dans le traitement plus urée. Le dernier contrôle en est un de réduction. Donc, on a voulu diminuer de 50% les apports en azote qui proviendraient de l'estuaire fluvial. Donc, ça, c'est advenant qu'il y aurait des mesures législatives qui viendraient couper les concentrations en azote depuis l'estuaire fluvial. Bien, on a voulu tester quel effet ça pourrait avoir sur les communautés microbiennes et leurs flux verticaux. Donc, les variables qu'on a échantillonnées, c'était les nutriments, la matière organique particulière, les pigments photosynthétiques, le phytoplancton et les bactéries. Et à partir de ces variables d'état-là, on est venu calculer des variables de taux. Donc, on a calculé des vitesses de chute qu'on a fait à l'aide de colonnes de sédimentation. Et à partir des vitesses, on a pu estimer des flux verticaux en carbone. Donc, si je vais avec les résultats, ça va ressembler à ça la plupart du temps. Là, je vous ai fait des graphiques assez classiques. Donc, dans l'axe des Y, on aura toujours des concentrations, des biomasses. Dans l'axe des X, ça va être les jours de l'expérience. Donc, l'expérience a duré 18 jours. Donc, au jour -1, on a fait l'enrichissement, donc en soirée. Le lendemain matin, au jour 0, on a fait le premier échantillonnage. Certaines variables ont été échantillonnées chaque jour, donc d'autres l'ont été aux 2 jours. Et juste au-dessus des graphiques, on a l'identification de la variable. Donc ici, je vous présente les nutriments. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une consommation rapide des nutriments jusqu'à épuisement entre les jours 0 et 2. Et ce qu'on a observé aussi, c'est qu'il y avait eu peu de reminéralisation de l'azote. Donc, si on regarde un peu les nitrites, l'ammonium, il y a eu des petites remontées, mais les concentrations étaient tellement faibles qu'on a considéré qu'il n'y avait pas eu de remise en circulation des nutriments dans les mésocosmes. Donc, si on regarde un peu quel effet ça a eu sur le phytoplancton, je vous présente ici la chlorophylle A, donc des pigments qui nous donnent un peu une idée sur l'activité photosynthétique du phytoplancton, et aussi les phyopigments, qui sont des pigments de dégradation, donc advenant que les cellules étaient sénescentes ou qu'il y avait de la prédation. Donc, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a eu un patron temporel similaire entre les traitements. Donc, tous les mésocosmes ont eu un maximum de chlorophylle A au jour 3 et un maximum de phyopigments au jour 9. Si on regarde quel a été l'effet, les différences entre les traitements, je vous propose une présentation un petit peu différente. Donc, je vous ai mis en histogramme les valeurs des moyennes intégrées sur toute la durée de l'expérience. Et advenant qu'il y avait eu une différence significative entre les traitements, que les enrichissements avaient eu un effet, j'ai fait des tests post-hoc et c'est les petites lettres que vous voyez, c'est les résultats des tests. Donc, chaque lettre correspond à un groupe, donc à une différence. Donc, si toutes les lettres sont différentes, c'est que tous les traitements ont eu un effet différent. Et s'il y en a deux qui ont la même lettre, c'est qu'ils ont été mis dans un groupe dans lequel il n'y avait pas eu de différence. Donc, ce qu'on a observé pour les pigments, c'est qu'il y a eu un effet significatif des traitements. Donc, les traitements enrichis ont eu plus de chlorophylle A, donc plus de pigments photosynthétiques. Le traitement urée a eu plus de chlorophylle A, mais a eu moins de chlorophylle A que le traitement plus N. Par contre, il y a eu plus de phyopigments, donc il y a eu plus d'activité photosynthétique dans le plus N, mais il y a eu plus de dégradation ou de prédation dans le traitement plus urée. Et finalement, c'est le traitement moins N qui a vraiment eu le moins de phyopigments, donc le moins de dégradation ou de prédation. Donc ici, je vous présente aussi les biomasses carbonées de différents groupes cellulaires. Je vous montre les pico-eucaryotes, qui sont des petites cellules photosynthétiques.
les nano-eucaryotes, qui sont des un petit peu plus grosses cellules photosynthétiques, donc entre 2 et 20 microns, et les flagellés hétérotrophes, qui ont une taille supérieure à 2 microns, qui sont les prédateurs des plus petites cellules, donc du pico-eucaryote. Ce qu'on a observé pour ces variables-là, c'est encore là, on a eu des patrons similaires, les traitements ont réagi de manière similaire dans le temps. Il y a eu une succession des groupes, donc les petites cellules, les pico-eucaryotes sont arrivés au début de l'expérience. Ensuite, on a eu les nano-eucaryotes et finalement, les hétéroflagellés, prédateurs des pico-eucaryotes, ont eu une augmentation inverse avec leur proie. Ce qu'on a observé entre les traitements, c'est qu'il y a eu un effet significatif. Donc, les enrichissements ont eu un effet. Le contrôle a eu moins de grosses cellules que les traitements enrichis. Et il n'y a pas eu de différence significative entre le plus urée et le moins N. Donc, d'avoir enrichi en urée ou d'avoir réduit en nitrate n'a pas vraiment eu de différence pour ces différentes variables. Pour la biomasse carbonée des bactéries, donc je présente les bactéries libres, donc qui sont en suspension dans la colonne d'eau, et les bactéries attachées, qui sont directement attachées aux particules qu'elles peuvent dégrader, et les particules exopolymériques transparentes, les TEP, qui sont des exudats du phytoplancton et des bactéries. Ils sont importants parce que c'est des exudats qui sont très riches en carbone. Donc, ça va devenir intéressant quand on va vouloir s'intéresser à la dégradation ou à la sédimentation du carbone. Ce qu'on a observé, encore là, on a eu nos patrons similaires dans le temps. Il y a eu une diminution des bactéries à partir du jour 6. Donc, entre le jour 6 et 8, les deux types de bactéries ont vraiment diminué. Puis, il y a eu une réaugmentation des bactéries attachées avec l'augmentation des TEP. Donc, on pense qu'elles seraient peut-être venues s'attacher à ces exudats cellulaires-là pour venir directement les dégrader. Ce qu'on a observé entre les traitements, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet des enrichissements sur les bactéries, mais il y en a eu sur les TEP. Donc, l'enrichissement a fait en sorte qu'il y avait eu plus de TEP dans les traitements enrichis et moins dans le contrôle. Au niveau de la composition taxonomique, donc l'assemblage cellulaire qu'on avait dans nos échantillons, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une différence entre les jours, mais pas entre les traitements. Donc, on a identifié les cellules pour les jours 2, 8 et 14, et on a remarqué qu'entre ces jours-là, il y avait plus de différence à l'intérieur d'un même traitement qu'entre 2 jours 2 de deux traitements différents. Ce qui était notable aussi, c'était la présence de la diatomée centrale Skeletoniema costatum. Ça a vraiment été l'espèce qui a été la plus abondante pour tous les traitements. Donc, cette espèce de diatomée centrale-là, avec toutes les autres diatomées centrales, ont vraiment formé le groupe qui a été le plus abondant, et ça du début jusqu'à la fin de l'expérience. Donc, je vous propose un peu de revenir sur les hypothèses, donc à la lumière de tous les résultats que je vous ai présentés. Ce qu'on s'était dit, c'est qu'une hausse de concentration en nutriments azotés amènerait une augmentation de la matière organique. Eh bien, c'est ce qu'on a observé. Mais c'est ce qu'on a observé. Je vois les gens rentrer encore. Ce qu'on a observé, c'est que l'effet de l'enrichissement en matière organique avait eu un effet sur le phytoplancton, mais pas sur les bactéries. En fait, c'était pas si surprenant parce que les bactéries, oui, sont contrôlées par les nutriments, mais le sont aussi par le carbone, donc par d'autres éléments. Ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est que c'est surtout sur les producteurs primaires que les apports fluviaux en nutriments azotés ont un effet, particulièrement dans le Saint-Laurent. Ce qui a été surprenant, par contre, c'est qu'on est venu comparer les valeurs d'azote organique particulières à celles de la chlorophylle A. Donc, je vous avais dit qu'on avait fait une rencontre de 27 % des eaux de l'estuaire fluvial avec celle de remontée. Eh bien, l'augmentation en azote organique particulière a été à peu près proportionnelle. Donc, on a eu une augmentation de 20 et 23 % dans le traitement plus N et dans le traitement urée. Par contre, pour la chlorophylle A, l'augmentation a été beaucoup plus grande. Donc, on a eu 66 % et 53 % d'augmentation de chlorophylle A par rapport au contrôle. Et ça, on pense que ce serait dû au fait qu'il y a eu plus de phytoplancton, donc il y aurait probablement moins de lumière qui serait entrée dans les mésocosmes et les cellules seraient venues compenser ce manque de lumière-là en faisant plus de pigments photosynthétiques. Comme autre hypothèse qu'on avait, c'est qu'une hausse de concentration en urée amènerait une variation dans la composition taxonomique. Bien ça, ce n'est pas ce que nous, on a observé. On est venu associer ça avec la dominance de l'espèce Skeletoniema costatum. En fait, c'est une espèce qui a la particularité
d'avoir un indice de préférence relative pour l'urée, plus grande pour l'urée que pour le nitrate. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'elle préfère utiliser l'urée. Comme je disais, c'est un azote organique, donc c'est plus facile à assimiler. Par contre, sa constante d'affinité, donc sa capacité à assimiler le nutriment, est meilleure pour le nitrate. Donc, dans un environnement où il y a moins de nitrate, elle a plus de facilité à l'absorber que l'urée. Ce qui fait que dans le traitement plus N, on pense qu'elle aurait plus de facilité à absorber les nitrates, mais dans le traitement plus urée, comme elle a une préférence et qu'on lui en a donné plus, elle a été capable de rester tout aussi compétitive et de dominer la composition taxonomique. Donc maintenant, si je vous présente les différentes variables, les différentes biomasses de carbone et de TEP, si on les additionne ensemble, qu'est-ce que ça donne? Mais on a vu qu'encore là, on a un patron similaire dans le temps et il y a eu davantage de carbone vers la fin de l'expérience. Entre les traitements, on a eu un effet significatif. Donc, plus de nutriments azotés, c'est effectivement traduit en plus de biomasse carbonée. Si on regarde dans tout ce carbone-là, les variables, quelle proportion de carbone elles représentent, mais ce qu'on constate, c'est que les bactéries, les deux types, libres et attachées, ne représentent pas beaucoup de carbone. C'est surtout les pico-eucaryotes, les nano-eucaryotes, les flagellés hétérotrophes et les TEP qui représentent le plus de carbone. Ça devient intéressant quand on veut regarder les flux verticaux. Donc ici, je vous ai mis les flux verticaux en milligrammes de carbone par mètre carré par jour, toutes sur une même échelle, pour qu'on puisse voir vraiment c'est quels compartiments qui représentent les plus grands flux verticaux. Et ce qu'on a vu, c'est que c'est vraiment les nano-eucaryotes et les TEP qui ont les flux en carbone les plus importants. Si on compare entre les traitements, on a eu un effet significatif seulement pour les nano-eucaryotes, pas pour les TEP, mais ce qui était vraiment quelque chose d'assez surprenant, c'est à quel point le traitement moins N a eu les flux en carbone les plus élevés. Donc, on est venu réduire les apports en azote, mais on a augmenté nos flux verticaux en carbone. Donc, si on regarde avec tout le carbone biogénique total, en plus des TEP, à quoi ça ressemble, c'est qu'on avait des flux qui étaient assez élevés. En fait, si on regarde un peu dans la littérature, ce qu'on retrouve pour l'estuaire maritime du Saint-Laurent en plein été, c'est des flux entre 48 et 257 mg de carbone par mètre carré par jour. Nous, on a eu des flux maximaux autour de 300 et 600 mg de carbone par mètre carré par jour. Si on regarde entre les traitements, c'est encore là, on n'a pas eu de différence significative. Donc, l'enrichissement n'a pas eu d'effet d'augmenter les flux par rapport au carbone. Mais dans le traitement moins N, donc celui qui était réduit en nitrate, les flux étaient en moyenne 60% plus élevés que dans les autres traitements. Donc, si encore là, on revient sur notre hypothèse, c'était qu'une hausse de concentration en nutriments azotés amènerait une hausse des flux verticaux en carbone. Eh bien, ce n'est pas ce que nous, on a observé. Et là, ça, c'était assez surprenant parce que c'était un peu l'idée de notre expérience. C'était un peu de voir qu'est-ce qui pourrait arriver si on décidait qu'on coupait, mettons, à partir de Québec, il y avait des mesures législatives qui nous feraient couper en azote. Qu'est-ce qui arriverait? Pourquoi nous, on a eu une augmentation des flux verticaux? On est venu associer ça avec une plus grande silicification des diatomées dans le traitement moins N. Donc, une diatomée qui serait plus silicifiée, s'en trouverait plus dense et chuterait davantage. Donc, comment on vient confirmer ça à partir de nos résultats? On est venu regarder les ratios entre les nutriments. Donc, on a regardé le rapport de consommation entre les jours 0 et 2 pour les silicates par rapport aux nitrates. Et ce qu'on a constaté, c'est que c'était vraiment dans le traitement moins N qu'il y avait une plus grande consommation de silicates par rapport aux nitrates. Comme deuxième indice, on est venu comparer la consommation de silicates par diatomée entre les traitements. Et encore là, c'était vraiment dans le traitement moins N qu'il y avait eu le plus de silicates qui avaient été consommés pour les diatomées. Donc, en fait, si on regarde les diatomées, c'est parce que c'est vraiment ce type de cellule-là qui va consommer les silicates. Donc, dans leur frustule, donc dans leur squelette cellulaire, c'est surtout constitué de silice.
Donc, c'est pour ça que c'est ce type de cellule-là qui va consommer le plus les silicates. Et finalement, comme la plus grande preuve qu'on avait de la silicification des diatomées, c'est quand on est venu regarder le rapport moyen de la silice biogénique, donc la silice qui avait été intégrée dans les cellules, par rapport à l'azote. Eh bien, c'est encore dans le traitement -N qu'il y avait eu le plus de silice par rapport à l'azote, ce qui nous mettait plus de doute qu'il y avait vraiment eu une silicification accrue des diatomées dans le traitement -N. Par rapport aux particules exopolymériques transparentes, les TEP, mais pourquoi les enrichissements n'ont pas eu l'effet d'augmenter les flux verticaux alors qu'ils avaient eu l'effet d'augmenter la concentration dans les traitements les plus enrichis? Mais on pense que ce serait dû au fait que plus il y a de TEP, plus elles ont de chances de s'agréger, donc de coaguler, ce qui leur confère une flottabilité positive. Donc, elles auraient plus de facilité à se maintenir dans les couches de surface, plus elles sont abondantes. Donc, c'est un peu ce qui fait le tour des résultats que je voulais vous présenter aujourd'hui. Ce qui est à retenir, c'est que les nutriments azotés favorisent les efflorescences phytoplanctoniques. C'est pas si surprenant. La diatomée centrale Squeletonema costatum domine la communauté phytoplanctonique et est capable de rester compétitive lors d'un enrichissement en urée. Un plus grand rapport de silicium-azote favorise la silicification des diatomées, ce qui favorise l'accroissement de leurs flux verticaux. Donc ça, c'est ce qu'on a obtenu pour une expérience. Avant de pouvoir appliquer ces résultats-là à l'estuaire maritime, il y a quand même plusieurs autres questions à se poser. Donc, une qui est assez importante, c'est quel aurait été l'effet du zooplancton? En fait, comme je vous avais dit, on avait filtré l'eau pour retirer le gros zooplancton, mais le gros zooplancton peut vraiment avoir un effet dans les flux verticaux. En fait, il peut avoir un effet sur la prédation des cellules. Donc, une cellule qui serait plus silicifiée se ferait probablement moins prédatée, ce qui fait qu'il y aurait peut-être moins d'activité du phytoplancton et ils amèneraient moins de pelote fécale dans l'environnement, ce qui ferait qu'il y aurait sans doute une variation sur les flux verticaux si on avait ajouté du gros zooplancton. Ensuite, aussi, une question qui est intéressante, c'est ce serait quoi la tendance à long terme? Parce que nous, on le fait sur le temps d'un bloom, mais si on regardait un accroissement d'année en année, de saison en saison, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'acclimatation d'autres espèces pour l'urée? Est-ce qu'il y aurait des espèces qui sont considérées toxiques qui pourraient s'acclimater et donner lieu à des efflorescences phytoplanctoniques toxiques sur le long terme? Aussi, par rapport à la fluctuation du silicium dans le milieu. Donc, le silicium est amené par la terre, par les diatomées d'eau douce, par les différentes plantes qui sont lessivées et qui sont amenées jusqu'à l'estuaire maritime. Donc, ça serait quoi les changements dans le silicium avec les changements climatiques, s'il y avait moins de précipitations, des épisodes de sécheresse, qu'est-ce que ça amènerait comme fluctuation de silicium dans le milieu? Donc, tout ça pour dire que des mesures de réduction en azote devraient tenir compte des ratios avec d'autres nutriments. Donc, c'est un peu ce qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je prends le temps de remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet et aussi les programmes qui l'ont financé. Donc, merci pour votre écoute. Et il va y avoir une période de questions. Donc, je retourne la parole à Astrid. Merci beaucoup, Jade, pour cette très belle présentation. Donc maintenant, je vais inviter les participants. Si vous avez des questions à poser à Jade, vous pouvez utiliser soit le chat, soit vous pouvez aussi les poser de vive voix. On va essayer de maintenir un peu des contacts comme on peut. En attendant d'avoir une petite question, quels seraient tes projets pour la suite? Mes projets pour la suite ou les projets de SECO pour la suite? Les deux. Les projets de SECO pour la suite, je pense qu'on arrive, la plupart des équipes sont en train de produire leurs résultats, même qu'il y a déjà des articles qui sont sortis, des articles de McGill avec Mathilde.
Donc, je pense que c'est surtout ça. On est surtout en mode, on sort nos résultats. Moi, c'était surtout sur le phytoplancton, les flux verticaux, mais il y a Océane Régnier qui faisait sa maîtrise en même temps que moi, qui devrait sortir sous peu, soit des résultats ou des articles, mais plus sur les bactéries, la production bactérienne. Il y a Vincent Villeneuve qui travaille à l'Université Laval, qui produit les résultats pour les nutriments. Donc, c'est un peu... c'est ce qui va être à regarder prochainement, là, tous les nouveaux résultats qui vont sortir pour ces études-là. Pour ma part, c'est de compléter la maîtrise. Et je sais qu'aussi, avec le laboratoire de Michel Starr, il y a encore des échantillons qui ont été pris à SECO qui nous restent à analyser, qui nous restent à regarder. Il y a encore plusieurs articles et projets qui vont sortir de ça. Bien. Donc, occupé encore pour un certain temps. Ouais. Je vais inviter tout d'abord Gesche Winkler à poser sa question, puis ensuite Mathilde Jutras posera sa question. Salut Jade! Salut! Je suis contente de voir que tu vas terminer bientôt ta maîtrise et c'est super intéressant. Et je suis vraiment contente que ça soit bien marché avec les mésoplasmes parce que c'est pas évident et on sait que le début était assez difficile. Donc, c'est vraiment, ça fait plaisir de voir tous ces résultats-là. Et j'ai une question par rapport à la diatomée, là, costatum. Oui. Donc, elle, c'était vraiment qui était le plus dominant dans votre système de mésocosme. Mais est-ce que donc l'estuaire, c'est aussi celle qui prédomine ou est-ce que tu vas trouver d'autres qui sont plus dominants ou est-ce que c'est à un moment donné dans le temps où tu trouves cette espèce-là dominante dans le système? Oui, ben en fait, toutes les études que j'ai regardées, soit elle était dans les plus dominantes, soit elle était présente. Fait que j'ai l'impression qu'elle a toujours une présence à toutes les saisons. Fait que dans les blooms, elle va avoir tendance à être dominante. Les autres qu'on voyait qui étaient dominantes, c'est les Chaetoceros, qui sont aussi des diatomées, fait qu'ils vont aussi être silicifiés. Donc, est-ce que la tendance serait exactement la même si ce n'était pas Skeletoniema qui était dominante? Probablement, en fait. Parce que probablement que ce serait d'autres diatomées autant silicifiées qui viendraient être dominantes. Mais je me demandais un peu dans tes flux, si jamais tu as des ailes qui sont plus grandes, donc plus lourds, que tes flux sont différents juste à cause de leur structure ou leur morphologie comme telle, je ne sais pas. Il n'y a pas grand-chose. Oui, ben c'est ça, ça vient jouer sur la densité, là. Ça vient vraiment jouer sur le fait que c'est une frustule qui est plus dense qui va les amener à chuter davantage. Ouais. Donc, ça peut être différent dépendamment de ta communauté, finalement. Oui, ça pourrait, mais c'est ça. J'ai l'impression que ça va souvent être des communautés qui sont dominées par des diatomées centrales. Merci. Et merci à toi. Bravo. Merci. Mathilde Jutras avait une question. Oui. Salut. Allô, ben, merci beaucoup pour la présentation. Je trouve ça vraiment intéressant de voir à quel point les interactions entre les différents nutriments sont plus complexes qu'on pourrait penser juste de manière proportionnelle ou d'un point de vue vraiment simple. Ma question, c'est par rapport à quelque chose que tu as présenté au début, là, peut-être dans la deuxième diapo, je me demandais pourquoi le maximum de chlorophylle arrivait quand même plus tard que le minimum en nutriments. Il y avait comme un délai entre les deux. Ben, je pense que c'est le délai pour la croissance. En fait, c'est le délai. Parce que quand j'ai présenté, c'était la chlorophylle A, fait que c'est comme un maximum d'activité photosynthétique. Puis je pense que c'est juste dans le délai de consommation et de croissance maximale. Je pense que c'était surtout à ça que ça correspondait. OK. Ben, OK. Donc, en termes de biologie, ça prend du temps pour faire les processus. Oui, je ne sais pas à quel point c'était long par rapport à d'autres études, mais j'ai l'impression que c'est ça, c'était
entre 0 et 2, là, ça a vraiment été consommé. Il y a eu la grosse prolifération, puis vraiment le maximum a été atteint au jour 2. J'ai l'impression que ça fait un petit peu tout le temps des jeux comme ça. Là. Ce qui est consommé qui réduit pendant que ce qu'il consomme augmente vraiment. Fait que tout le temps, les pics sont un petit peu décalés. Là. Ouais. Nous avons une question de Éric Fouillant. En fait, le mésocosme, la limitation, c'est que les nutriments arrivent très vite, en quelques jours. Est-ce compatible avec la réalité des apports en continu des eaux du fond dans l'estuaire? Je pense que non. En fait, dans les mésocosmes, c'est vrai que l'enrichissement était assez rapide et ponctuel. Je pense que dans l'environnement, les nutriments arrivent peut-être sur une plus grande durée. À quel point... J'ai l'impression que nous, on a peut-être eu un effet accéléré dans le sens que, genre, oui, les nutriments arrivent vite au début d'un bloom. Je pense que c'est ça qui amène vraiment le bloom. Mais à quel point c'était différent. J'ai l'impression qu'on est quand même venu recréer un bloom comme il y aurait un peu dans l'environnement, là, comme un enrichissement intense en nutriments. Puis c'est vraiment là qu'après ça, il y a une importante prolifération de phytoplancton. Bien, merci. J'espère Eric, que ça répond à ta question. Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser leurs questions de vive voix? Si oui, allumez votre caméra, puis je vous inviterai à poser votre question. N'hésitez pas à... Michel Gosselin. Merci, c'était une belle présentation, Jade. Si tu avais à refaire cette expérience-là, est-ce qu'il y aurait des choses que tu changerais? Qu'est-ce que... Donner un conseil à Éric Fouillant là, qui nous écoute en France. C'est déjà un conseil pour qu'il refasse. Une des choses que j'ai pas énormément présentées, c'était on était beaucoup d'équipes à travailler sur les mésocosmes, puis on était quand même limité en eau, ce qui fait que j'aurais aimé échantillonner plus. Fait qu'il y a des variables qui ont été échantillonnées aux 2 jours, puis j'ai l'impression que, un peu comme je disais par rapport à la question d'Éric, on dirait que tout est un peu allé vite. Ce qui fait que des fois, échantillonner aux 2 jours, j'ai l'impression qu'on aurait eu, une réponse plus précise si on avait pu échantillonner plus souvent. J'ai l'impression que ça aurait facilité aussi pour les statistiques, pour l'interprétation, d'avoir plus d'échantillonnage. Si j'avais à refaire, je pense que pour le zooplancton, ce serait vraiment quelque chose d'intéressant. À quel point on serait capable de mettre ça dans des mésocosmes, je pense que là, ça deviendrait compliqué parce que c'est assez difficile d'avoir une répartition uniforme du zooplancton dans les mésocosmes. J'ai l'impression que ça viendrait ajouter un élément, fait qu'est-ce qu'on serait capable de autant mesurer la réponse, mais je pense que ça aurait été intéressant de faire quelque chose un peu en parallèle pour être capable de mesurer ça aurait été quoi l'effet du zooplancton, mesurer en parallèle de l'effet des nutriments. Fait que c'est ça. Si j'avais à refaire, je pense que ce serait un meilleur design expérimental, donc plus d'échantillonnage pour avoir une réponse plus précise, puis essayer d'intégrer des éléments qu'on pense qui auraient amené une réponse vraiment différente. Merci, Jade. Yes, aurais-tu une autre question? Vas-y. OK, oui, effectivement, super idée, zooplancton dans les mésocosmes. À quoi que tu t'attendrais tout d'abord si tu as, disons, une densité de zooplancton raisonnable, là, que ça viendrait avec l'eau que tu as? Une autre question, c'est toujours comment tu vas vérifier qui est là-dedans, là, c'est compliqué, mais peu importe, ça, c'est une autre question, mais à quoi que tu t'attendrais si tu aurais un brouteur de mésozooplancton à l'intérieur de ton système? C'est à ce niveau-là, j'ai quand même l'impression qu'il y aurait une différence. En fait, j'ai l'impression que dans les traitements les plus enrichis, où on a eu une biomasse phytoplanctonique qui était plus élevée et des diatomées moins silicifiées, j'ai l'impression que ça serait plus attrayant pour le phytoplancton. Donc, il y aurait probablement plus
de prédation, donc une meilleure alimentation pour le zooplancton. Et ça avec tout un métabolisme activé, qui aurait davantage de pelote fécale. Fait que ça amènerait du carbone dans l'environnement. Fait que j'ai l'impression que ça viendrait encore plus participer aux flux verticaux. Fait que dans un scénario où les diatomies seraient plus silicifiées, ça donne l'impression que le zooplancton serait potentiellement moins intéressé. Donc, il y aurait peut-être moins de prédation, donc peut-être moins d'activité métabolique du zooplancton, donc potentiellement des flux verticaux en carbone un petit peu moins importants. C'est là que ça donne un peu l'impression. Peut-être on pourrait aussi penser, c'est sûr que je ne sais pas non plus, là, mais juste une idée. Premièrement, je pense que ton système, il ne réagira pas si vite comparé à ton bloom de phytoplancton. Si tu as tout de suite un prédateur là-dedans, il va toujours manger. Hein? Il ne va pas dire, ah, mais là, je vais attendre que le phyto il fasse une belle concentration. Là, il va apprendre qu'est-ce qu'il a. Et donc, je pense, temporellement, tu auras une différence. Et tu arriveras peut-être jamais à tes niveaux de chlorophylle A que tu as en ce moment. Et par rapport à tes flux, oui, ton hypothèse est certainement une qui est valable. Mais à l'autre côté, on pourrait dire, OK, si tes cellules ils ont la même taille, mais ils ont plus de silice et moins de nutriments d'autres intéressants pour un copépode, il va peut-être juste manger plus. Tu comprends? Il pourrait aussi compenser en manger plus. Parce que par cellule, il y aurait moins de matière intéressante dedans. Ça, on ne sait pas, là. Le tien, autant que l'autre, ça serait quelque chose à tester. On ne sait pas. Et c'est tout à fait intéressant. Il n'y en a pas beaucoup de monde qui mettent du zooplancton. Ça existe un peu, même dans les mésocosmes. Mais c'est souvent les mésocosmes qui sont énormes et sont dans la mer. Hein. Là, il les laisse là-dedans parce que c'est plus facile. Il peut faire un vrai trait de filet, par exemple. Dans nos mésocosmes, ça serait vraiment complexe de ne pas surcharger ou de ne pas avoir une différence entre tes traitements juste à cause que ton zooplancton n'est pas homogène quand tu le remplis. Oui, c'est ça qui devient un peu difficile aussi, c'est d'isoler les effets, dans le sens que les nutriments là, nous, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir vu, OK, les nutriments ont eu ces effets-là. Si ce n'est pas ce qu'on observe dans la nature, ben, c'est qu'il y a d'autres éléments qui viennent entrer en jeu, comme le zooplancton. Mais je pense qu'il y avait ça aussi d'être vraiment intéressant, c'est qu'on est venu isoler des effets. Ça peut être vraiment pertinent si on veut des données pour la modélisation, d'avoir des effets isolés qui sont plus particuliers à un élément. Ça devient intéressant à appliquer dans des modèles, puis après ça, d'ajouter le zoo, d'isoler les effets, ça peut être vraiment bien aussi. Là. On aurait besoin d'un autre conteneur avec 6. Oui, c'est ça. C'est ça. Plus de réplication, plus de traitement, c'est toujours mieux, mais ça devient plus compliqué. Ah oui, sans doute. Merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une autre question? On a encore le temps de peut-être prendre encore une ou deux questions avant de conclure. Juste allumez votre caméra, puis n'hésitez pas. Aurais-tu eu d'autres variables que tu aurais souhaité mesurer pendant ton expérience et que tu n'as pas pu pour des raisons de logistique ou juste parce que ça ne rentrait pas dans ton projet? En fait, j'en avais mesuré un peu d'autres. Là. Il y en avait, il y avait bactéries et virus. Mais il y avait en parallèle aussi Océane qui travaillait sur la production bactérienne, qui s'intéressait beaucoup aux virus. Fait qu'on les a un peu mis de côté. Mais je pense que ça aurait été intéressant parce qu'il y avait des fois des effets sur les bactéries par exemple, il n'y avait pas d'effet significatif des traitements sur les bactéries.
Puis là, on se demandait un peu, OK, qu'est-ce qui contrôle les bactéries? Oui, les nutriments, oui, le carbone, mais aussi les virus, qu'est-ce que ça aurait été? Mais il arrivait comme un moment où il fallait que mon projet soit un petit peu plus concis, fait que les virus ont été un petit peu enlevés, mais je pense que ça aurait été intéressant, ça aurait fait quelque chose d'encore plus complet. On a aussi des données, les données de carbone qu'on aurait aimé utiliser, mais comme ça a été un peu une drôle d'expérience en Mésocosme, on est comme venu créer un monde vraiment abondant, ce qui fait que nos résultats de carbone organique n'ont pas été tout à fait ce qu'on s'attendait. Puis on a plus lié ça à la méthode. En fait, il y avait plus dans la méthode quelque chose qui était moins adapté au mésocosme, qui était plus pour les expériences en mer. Mais je pense que d'avoir eu des données de carbone plus complètes pour les comparer à mes variables, ça aurait été encore plus intéressant. Autrement, je trouve que le fait qu'on avait toute une équipe, toute l'équipe de Seco.net qui échantillonnait différentes variables, autant des nutriments, des bactéries, des différentes couches, des communautés microbiennes, ça a vraiment fait un tout intéressant. Fait que ça, je pense que le plus intéressant, ça va être un peu de regarder quand tous les différents articles vont sortir, à quel point le projet fait vraiment un tout, puis autant dans les mésocosmes, mais aussi ce qui était Seco, c'était aussi à travers les saisons. Donc, dans l'estuaire maritime, à travers les différentes saisons, d'année en année, ça va vraiment faire un tout complet. Il y a des gens sur le chat. Oui, ben écoute, tu as beaucoup de messages de félicitations. Puis, merci. Le monde te remercie pour cette vraiment très belle présentation. Donc, si d'autres personnes ont des questions, ben, gênez-vous pas. Sinon, on peut laisser tranquille Jade pour l'après-midi. Michel, veux-tu rajouter une dernière question pour la route? Juste active ton micro, s'il te plaît. Vous ne voulez pas me donner la parole? Garde le contrôle. Bon, mais merci beaucoup, Jade. J'ai bien apprécié ta présentation. Et puis, comme tu as fait, il y a beaucoup de données que tu as présentées qui ont été prises par d'autres équipes, là, par Vincent, l'équipe de Jean-Éric, les gens de l'IML, Sonia. Il y a peut-être plein de monde qui ont participé. Puis, bon, oui. Tes résultats seraient peut-être pas mal moins bons si tous ces gens-là n'avaient pas participé de façon commune au succès de l'expérience. C'est vrai. Bravo tout le monde. Oui, merci. Bien, merci à Michel pour ces précisions. Puis encore, merci beaucoup Jade d'avoir participé à notre webinaire. Ça fait plaisir d'accueillir une étudiante à la maîtrise pour présenter ses résultats. Donc, on va conclure pour cette séance aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir participé. Vous pourrez retrouver le webinaire de Jade très prochainement sur notre chaîne YouTube. Puis, on vous retrouvera l'année prochaine pour nos prochains webinaires en janvier 2021. Donc, pour avoir le programme, n'hésitez pas à regarder notre page web pour avoir tous les conférenciers. Merci tout le monde.